Mesdames et messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver. Bienvenue à votre émission Matin Libre Politique, la tribune de décryptage et d'analyse des faits marquants de l'actualité nationale. Aujourd'hui encore, nous allons pouvoir évoquer un certain nombre de sujets d'intérêt pour recueillir l'avis, les regards de notre invité d'aujourd'hui. Il a plusieurs casquettes, il est ancien ministre, il est acteur politique, membre du bureau politique du parti Bloc républicain. Il est également le coordonnateur de la 24e circonscription électorale pour le même parti. Il est rapporteur au niveau donc du CES ZOU. Avec plaisir, nous retrouvons Gustave Despossonon. Gustave Despossonon, bonjour. Bonjour, monsieur Romia Ogunwi. Merci pour la disponibilité. Non, c'est un plaisir partagé parce que ça fait un bon moment que nous nous sommes retrouvés. Voilà. C'est seulement à travers les réseaux sociaux que je ne vous vois pas un moment. Voilà. En tout cas, c'est un plaisir, le plaisir est partagé. Merci beaucoup, merci. Voilà. Je voudrais rappeler que vous êtes également en service au ministère de la Santé, c'est bien ça? Oui, effectivement, parce que beaucoup confondent. On pense toujours que acteur politique, c'est comme un métier. Non, je suis encore fonctionnaire de l'État en service au ministère de la Santé. Voilà. Avec vous, nous allons aborder quelques faits marquants de l'actualité. Le premier sujet à aborder, bien évidemment, avec vous, c'est cette loi dont dispose désormais le Bénin, la loi portant vision nationale de développement 2060, le Bénin qui se projette dans les 35 prochaines années. Et justement, ça a été adopté à l'unanimité par les élus de la 9e législature. Déjà, comment voyez-vous cette unanimité autour de l'adoption d'une telle loi, Gustave Despossonon? Merci beaucoup, merci. Et je profite de l'occasion, comme vous n'êtes pas seul au niveau de l'équipe, je remercie toute l'équipe. C'est la première fois que je suis venu chez vous. Et je constate avec plaisir que je sais que vous faites du bon travail. Merci. Et je vous encourage, j'encourage toute l'équipe. Merci. Non, et ça fait plaisir que cette loi soit votée à l'unanimité parce que tout le monde sait que la planification, les avantages de la planification sont énormes. Et avoir une vision qui soit portée par une loi. Déjà, nous avons une loi cadre portant planification des politiques et suivi des politiques publiques qui a été déjà votée, je crois, l'année dernière, non si j'ai bonne mémoire. Oui. Maintenant, la vision 2020-60, quand on dit vision 2020-60, il faut dire que c'est 60 ans après l'indépendance. Donc ça a aussi une connotation, une signification. Et je trouve très heureux que les députés, à l'unanimité, c'est la preuve qu'autour des sujets du développement, nous réalisons toujours le consensus. Et ça, je tiens à féliciter tous les députés, toutes tendances confondues, que vraiment, ils viennent de marquer positivement le peuple béninois. On aurait, peut-être tout le monde sait, la tendance aujourd'hui, nous sommes à la veille d'une grande échéance des élections couplées, générales. Et ça pouvait aller dans tous les sens, mais autour de cette question du développement. Mais je comprends qu'en matière de planification, vous savez que la planification permet d'avoir une certaine maîtrise des paramètres. Ça permet de rationaliser l'utilisation des ressources. Ça permet également d'anticiper sur les risques. Ça permet de mobiliser plus facilement les ressources et également ça permet de faire le suivi et l'évaluation des impacts. Dans ce sens-là, avoir une vision qui est portée par une loi, ça nous engage pour qu'on évite de naviguer vraiment à vue. Les pays développés aujourd'hui, je crois, ils ont dépassé cette étape-là. Et c'est lorsque vous dépassez ces étapes que vous commencez par parler au niveau des partis politiques
de l'option de... Planification. Non, non, je ne parle même pas de ça. Quand vous planifiez que vous atteignez un certain nombre de niveaux au niveau du développement, là maintenant, on ne commence pas à parler d'idéologie. L'idéologie pour dire, c'est la façon dont chacun va réaliser cette vision. Et donc, en réalité, aujourd'hui, les partis politiques, nous savons qu'il y a le positionnement et on parle d'idéologie. Votre parti a une idéologie, les autres partis également. Donc, pour le moment, bon, on n'est pas encore dans la pratique de la chose. Non, pas véritablement. La preuve, vous avez vu, si on était dans cette vision, il n'y aurait pas eu l'unanimité. Vous aurez constaté que d'autres vont dire non, tel que vous avez conçu ça ne répond pas à notre idéologie et autres là. Pour le moment, c'est le développement du Bénin et je crois que 2060, Dieu va nous prêter vie et que nous soyons là pour pouvoir évaluer, même si on est déjà loin, qu'on puisse quand même évaluer. Je ne dirais pas, mais si on n'est pas là. Voilà. Nous allons prier pour être là. Tout à fait. Et avec nos enfants, nos arrière-enfants, pour pouvoir vivre l'événement Bénin 100 ans après l'indépendance. Voilà. Il y a tout de même, vous faites bien d'évoquer ce mot-là, évaluation. Vous savez, quand on s'était doté d'un document aussi stratégique comme Bénin à la FIA 2025, aujourd'hui, on rêvait d'un pays prospère, d'un pays uni, d'un pays développé et tout cela. Est-ce que, quant à l'arrivée, est-ce que nous avons eu cela? On a fait l'évaluation concrètement ou qu'est-ce que vous observez? Non, nous ne pouvons pas condamner les régimes successifs qui ont quand même apporté leur contribution dans la réalisation du Bénin à l'AFIA 2025. Vous savez que cette vision a été conçue, élaborée dans les années 90, et ça a vu le jour dans les années 2000 sous feu général Mathieu Kérékou II. Bon, c'est Vision 2025. Entre 2025, entre l'adoption de cette vision et puis l'année 2025 à l'évaluation, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Nous ne pouvons pas dire que totalement, entre les différents régimes, on s'inspirait de la vision 2025, mais il y a eu des événements qui ont fait que il y a eu des réadaptations. Nous avons connu les documents de réduction, les DSRP, documents de réduction des stratégies de la pauvreté, réduction de la pauvreté. On en a connu 1 et 2. Après, on était sous le programme d'ajustement structurel. Et dans tous les cas, dans les différentes planifications au niveau des ministères, on s'inspirait. Mais il y a eu un peu l'abandon de la planification. Parce que quand moi j'étais directeur de la programmation et de la prospective du ministère des Travaux publics et des Transports, j'avais reçu un consultant allemand qui m'avait dit qu'il avait reçu comme mission de faire le point des ministères qui disposent d'une stratégie sectorielle. Et l'Allemagne allait appuyer ces ministères. Mais dans tous les ministères qui existaient à l'époque, c'était dans les années 2010, je crois qu'il a identifié 6 ou 7 ministères qui disposaient d'un document de stratégie sectorielle. Ce qui n'est pas tout à fait normal. Alors qu'on avait quand même près d'une vingtaine de ministères. Voilà. Donc, de façon systématique, avec l'arrivée du président Talon en 2016, il a constaté que la planification n'était plus systématique. Or, je vous ai rappelé tout à l'heure les avantages qu'on a à faire une bonne planification. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire à mes enfants, dans mon milieu professionnel, je suis un planificateur, donc je dois pouvoir être en mesure de savoir ce qui m'attend
dans 2 heures, dans 2 jours, dans un mois, dans un an, je dois planifier. Et c'est ce qui permet de faire un suivi rigoureux. Et cela permet de rationaliser, comme je l'ai dit, les ressources. Donc, ayant constaté un peu ce flottement, rapidement, c'est vrai, le PAG 1, le PAG 2 ont été élaborés. Entre ces deux, nous avons connu le plan national de développement qui prenait en compte, n'oubliez pas que nous sommes dans un monde globalisé. Oui. Il fallait tenir compte des objectifs de développement durable. Oui. On est passé des OMD ODD. Et le PND prenait en compte l'évaluation de ces documents, de ces indicateurs et autres. Et le président, après l'élaboration des PAG1, PAG2, l'évaluation de Bénin à la vision 2025 s'est imposée. Et ça a suivi ce qui est intéressant, un processus participatif. Généralement, quand on dit processus participatif, parce que j'ai suivi un journaliste qui disait que lui n'a pas été approché. Et lorsque vous n'êtes pas sur la chaîne, parce que quand vous allez dans toutes nos communes, tout le monde sait, on connaît les corps constitutifs. Même si vous êtes d'une corporation donnée et que vous n'avez pas adhéré, ça veut dire que quand on va inviter des gens, vous n'y serez pas. Vous ne serez pas invité. Même si vous adhérez que vous n'êtes pas actif, vous pouvez adhérer et compte tenu des moyens dont on dispose, peut-être le budget, on limite un peu le nombre. Sinon, le processus a été suffisamment participatif. On a posé la question à aux Béninois qui étaient vraiment dans le dispositif de participatif, je veux bien dire. Oui. Quel Bénin ils souhaitent avoir 100 ans après l'indépendance? Ce qui est heureux, c'est que c'est les experts béninois en majorité qui ont conduit. Je ne vais pas citer de nom, mais je reconnais mon professeur, il m'a gardé en statistiques mathématiques dans les années 1988. Après, on s'est retrouvés dans le gouvernement. Nous avons participé au même gouvernement. C'est vraiment... C'est toujours bien, hein? L'élève et le maître se retrouver dans l'appareil étatique. C'est le ministre Dossou, je suis obligé de le dire. Je l'ai trouvé parmi les experts. Il n'est pas seul. Et je félicite au passage le président de mon parti. C'est un honneur pour le bloc républicain que véritablement que le président Talon a vu juste en lui confiant le portefeuille de la coordination du gouvernement. Il s'occupe du développement. Il s'est entouré vraiment de jeunes cadres qui ont conduit vraiment, parce que quand j'ai observé, c'est beaucoup plus à l'interne. Et quand c'est comme ça, on le vit. Est-ce que c'est des gens qui vivent avec nous et qui peuvent faire des appréciations d'une époque à une autre et faire des projections véritablement et qui s'inscrivent dans des aspirations vraiment profondes de la population. Parce qu'on tient compte également des réalités. Parce que vous voyez, il y a des présenteurs sociologiques, il y a un certain nombre de choses qu'il faut prendre en compte. Parfois, ce qui nous tue lorsque la plupart pour ces genres de documents, lorsque ce sont des experts internationaux, il faut qu'ils s'approprient des réalités. C'est vrai, ils sont outillés, mais je tire un chapeau. Et pour le choix des experts, et je félicite le ministre d'État, chargé de la coordination, naturellement toute l'équipe gouvernementale, ils ont fait du bon travail. Voilà. Et d'ailleurs, ça a été sanctionné par le vote à l'unanimité. Le budget n'a pas été voté à l'unanimité. Oui, mais
Ça a été voté. Mais oui. La question qu'on pourra se poser, Gustave Depossenon, c'est vrai, nous avons aujourd'hui ce document important pour le Bénin. Est-ce que nous ne courons pas le risque que ce document également subisse le même sort que Bénin à la FIA 2025? Non, le Bénin à la FIA 2025, je n'ai pas dit que ce n'est pas un document qui a été jeté. On a toujours fait référence, mais ce n'était pas dans la rigueur, c'est tout. Exactement. Maintenant, la différence, oui. C'est à beaucoup de niveaux. Premier niveau, ça a été porté par une loi. Je ne crois pas que la vision Bénin à la FIA 2025 a été portée par une loi. Vous savez que généralement, quand c'est une loi, on fait toujours référence. Dans les vues des documents, on va en faire référence. Deuxième chose, il y a la loi cadre portant programmation, suivi des politiques publiques aussi, qui encadre, qui donne une certaine orientation de la planification dans les ministères, c'est de façon systématique. N'oubliez pas que nous sommes déjà dans la LOLF, la loi organique sur les finances publiques, et qui a rendu les ministères sectoriels, les ordonnateurs. Donc la gestion est beaucoup plus déléguée. Et tout ça aujourd'hui est porté par une vision. C'est la vision du président Talon, qui a une vision orientée au résultat. Et lorsque vous avez une vision orientée au résultat, il a réussi à mettre un système en place. Le système, c'est vrai, c'est-à-dire que si on dissocie, si on abandonne un certain nombre d'éléments du système, là, je peux rejoindre ce que vous êtes en train de dire. Qu'est-ce que je veux dire? Oui. Aujourd'hui, vous savez qu'on va vers la digitalisation. Exactement. Je crois que c'est rentré dans les habitudes et quel que soit le régime, il serait difficile d'abandonner un certain nombre de choses. Deuxième chose, c'est qu'on est en train d'identifier et de séparer des fonctions politiques, des fonctions administratives et techniques. C'est vrai, c'est des réformes qui ne plaisent pas à tout le monde et c'est naturel. Est-ce que c'est un bon choix? Parce qu'en réalité, oui, tout le monde est politique. On a reçu ici Jacques Ayagui qui estime que, justement, d'abord, c'est politique. Il faut que les cadres s'intéressent à la politique. Non, les cadres doivent s'intéresser à la politique. Mais lorsque vous êtes un pays en voie de développement comme notre pays, ce que je vous ai dit tout à l'heure, les pays développés ont atteint un niveau de consommation de masse avant de véritablement de parler de politique. Je ne vais pas citer l'ancien président Jacques Chirac qui disait que la démocratie, il se moquait un peu des Africains pour dire que la démocratie c'est un luxe. Je ne vais pas citer. Nous avons des problèmes pour le monde du développement. Qu'il faut régler d'abord. Qu'il faut régler d'abord. Quel que soit l'homme politique qui va prendre le pouvoir, il va chercher à régler l'accès à l'eau potable, l'accès à l'électricité, la facilitation du transport pour l'écoulement des produits et l'accès aux services sociaux de base, les écoles, santé, etc. C'est-à-dire c'est le minimum. Mais quand vous allez dans un pays développé, le transport ne coûte plus rien. Vous voulez effectuer un trajet de 300 km, vous le faites en 1 heure. Vous pouvez être à 50 km, à 300 km de votre lieu de travail. Ça ne vous donne pas casse-tête. Mais nous sommes à Calavi, mais pour se rendre à Cotonou, c'est un problème. C'est un problème. Et la question d'eau, ça ne se posait plus, ça ne se pose plus. Donc, quel que soit c'est-à-dire le parti politique qui voudra diriger demain le Bénin, va chercher à régler ces problèmes. Donc, autour de ces problèmes-là, il y a véritablement consensus. Maintenant, lorsqu'il y a consensus, il faudrait qu'on trouve des hommes
qu'il soit de la majorité présidentielle ou de l'opposition, qui s'occupe de ce développement. Donc c'est pourquoi je trouve que la séparation des fonctions politiques, d'abord il faut les identifier. Et je peux accepter que dans l'identification qu'on se trompe, d'accord, il faut les identifier et les séparer. Et ça fait qu'aujourd'hui, c'est vrai, il y a beaucoup d'exemples qu'on peut donner hein, quand vous allez dans les ministères. Ceux que nous appelons DPAF, directeurs de l'administration, de la planification financière, c'est des gens qui sont purement techniques, mais par le passé. Et lorsque vous êtes nommé ministre, vous allez choisir votre DAF vous-même, votre responsable, je veux dire responsable financier du ministère. Et là, vous comprenez voilà, pour faire l'aspect politique. L'aspect politique, pour faire la passation des marchés aujourd'hui. Non, donc il y a un fichier national où ces fonctions techniques-là, il faut d'abord passer le concours, avoir les qualifications techniques. Ça, c'est la première chance que vous devez avoir. La deuxième chance, c'est qu'on ne permet pas au ministre de faire un choix. Il va tirer. Il peut tirer et l'intéressé peut être d'un autre bord. Mais dans l'exercice de ses fonctions, il ne peut pas afficher sa couleur politique. Bon, moi, c'est pourquoi les gens, parfois quand on me voit, on s'étonne. Tout simplement parce que lorsque vous êtes fonctionnaire, l'article 54 de notre Constitution, quand je prends l'extrait, on dit lorsque le président de la République est élu, il dispose de l'administration des forces de sécurité et de défense. Il nomme les ministres, il fixe leurs attributions. Les ministres sont responsables devant lui. Sous cette forme, vous êtes de l'administration. Donc ça veut dire que travailler dans l'administration, vous êtes technique. Vous ne pouvez pas être de l'administration et dire que vous vous opposez à la vision au chef de l'administration. C'est un peu comme vous travaillez ici maintenant. Et je ne sais pas si c'est vous le directeur général. Mais un collaborateur dit non, lui n'est pas d'accord avec vous. Est-ce que ça tient? Donc c'est pourquoi il faut absolument. Donc ce ne sont pas toutes les fonctions qu'on sépare. Et quand on rentre dans l'administration territoriale, c'est vrai que on a voulu qu'au niveau de la base, qu'on commence par faire l'exercice, l'apprentissage de la démocratie. Donc c'est pourquoi l'administration territoriale, on a dit, bon, il nous faut des élus locaux, les élus communaux, etc. Mais vous-même, vous savez ce qu'on en faisait avant. Aujourd'hui, maintenant, nos mairies tournent. C'est vrai, c'est vrai qu'il y a toujours des difficultés, des problèmes. Non, on voit des malversations des secrétaires exécutifs, on voit un certain nombre de choses, des mésententes. Non, voilà. Les malversations, vous savez, ce n'est pas parce que, j'ai l'habitude de dire, ce n'est pas parce que nous avons des commissariats que les gens ne continuent pas de voler. Ce n'est pas parce qu'on a dit qu'ils sont des cas techniques qu'ils sont sains comme des hommes politiques. Et ce n'est pas parce que les hommes politiques, on dit hommes politiques qui sont des voleurs. Non, non. C'est des hommes après tout. Les mésententes, je trouve que c'est la réforme, il y a résistance seulement, tout simplement parce que nous, acteurs politiques même là, c'est nous-mêmes, parce que ça ne nous arrangeait pas. C'est le véritable problème. Qu'on soit de la majorité, d'abord je vais dire de la majorité, parce que l'opposition va se dire, il y a beaucoup de cadres qui sont tirés et vous ne connaissez pas leur couleur réelle. Ils peuvent être de l'opposition, ils peuvent être de la mouvance, mais vous êtes maire, vous êtes obligé de travailler avec eux parce qu'il est tiré pour ça et pour ce développement. Moi, c'est à ce titre que j'ai toujours dit aux gens, quand on trouve que, bon, pourquoi tu es devenu mouvancier ou bien tu es ceci, je dis non. Après tout, je suis fonctionnaire, je suis au service du développement. La politique, c'est juste un autre tremplin où j'ai l'habitude de dire que je suis utilisé au niveau de la politique pour apporter un plus
à mon pays. C'est tout. Donc, bien. on en a besoin. Ouais. On en a besoin. Très bien. Venons-en, Gustave Despoussonnons, à justement cette loi portant vision nationale de développement. Et déjà, la question qu'on pourrait se poser, mais pourquoi c'est à la fin du mandat qu'on pense à avoir une telle loi alors qu'on pouvait avoir au début pour que cela s'impose aux gouvernants actuels aussi? Ah non, 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 non. Non, 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 non. Ça n'a rien à voir avec la fin du régime. Si ça avait quelque chose à voir avec la fin du régime, je crois que les députés de l'opposition l'auraient rejeté, purement simplement. Parce que cette loi pourrait s'imposer aux futurs gouvernants. Bon, pas forcément. Quelqu'un l'a dit, j'ai suivi un journaliste qui disait qu'il aurait aimé même que ce soit gravé dans la Constitution pour s'imposer. Parce que loi, si vous avez la majorité que vous voulez changer, vous pouvez changer. Je dis cette vision, quel que soit le Béninois qui voudra diriger demain le Bénin et qui va dire que cette vision que nous avons du Bénin, 100 ans après l'indépendance, c'est une mauvaise chose, ça veut dire qu'il n'est pas béninois. Est-ce qu'en réalité, cela ne devrait pas s'imposer aux futurs gouvernants? Parce que si ça s'imposait, c'est toujours bien d'avoir cette boussole-là qui s'impose. Non, mais ça, bon, vous voyez, je ne peux pas utiliser le mot s'impose. Mais c'est que les futurs gouvernants sont obligés de s'inspirer. La preuve, je vous ai dit, c'est sous feu général Mathieu Kérékou que Bénin à la FIA 2025 a été élaboré. Mais quand il est parti et que le président Dr Boniya y est arrivé, il ne l'a pas jeté, non. Mais ce qu'on a déploré, c'est que ça n'a pas été systématique, c'est tout. Ça n'a pas été systématique. Mais on a toujours fait référence dans les différents documents de planification. Mais je vous ai rappelé, c'est-à-dire que c'est une chaîne, hein. Vous avez la loi que nous appelons la LOLF, la loi organique sur les finances publiques, et qui est une recommandation de l'UMOA. Et aucun autre gouvernement ne viendra dire que... Bon, il faut, non, 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 vous ne pouvez pas. Ensuite, vous avez la loi programmative, portant programmation et évaluation des politiques publiques, qui a été également votée. Ensuite, cette vision. C'est que cette vision, en réalité, ce n'est pas que c'est quelque chose que, en fin de mandat, le président Talon a fait, non. Et il faut travailler d'abord, et il faut évaluer, c'est tout un processus. Et vous savez, depuis quand l'élaboration a commencé, et même la loi 2025, là, ça a fait près de 10 ans avant d'être... la vision 2025, hein, avant d'être adoptée, hein, ça fait près de 10 ans hein, de processus. Donc, je félicite même le gouvernement du président Talon d'avoir, en 10 ans, réussi à évaluer la vision 2025 et en même temps mettre en place la nouvelle vision. Très bien. Et qu'est-ce que nous pouvons attendre en tant que population parce qu'on sait que Bénin à la FIA 2025, on espérait avoir un pays prospère, un pays uni. Qu'est-ce qu'on attend maintenant, justement? Quel est ce que poursuit la loi Vision nationale? Non, ce qu'on attend, c'est que désormais, quand vous aurez des présidentiables, oui, des duos, nous avons maintenant des duos, et la population a quand même des repères pour pouvoir faire l'évaluation par rapport au choix qu'il faut faire. Et ça, c'est capital. On pouvait dire qu'avant, la population on a vulgarisé maintenant. Non, hein, ce que toi, tu nous proposes, ça ne rentre pas ça ne nous permet pas d'avoir un Bénin en 2060, un Bénin prospère, où il fait bon vivre pour tout un chacun de nous. Vous savez... vous voulez dire que les partis politiques, les projets de société qui seront activés bientôt doivent se baser sur... Non, 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 c'est sûr qu'ils vont s'inspirer. Et c'est un élément d'appréciation que la population détient en main maintenant pour pouvoir
Mais qui est béninois aujourd'hui? C'est pourquoi je vous dis, qui est béninois aujourd'hui et qui ne veut pas que son pays, après 60 ans, devienne ce qu'on est en train de dire? Et j'ai dit, c'est lorsque on va atteindre ce niveau que véritablement maintenant, le choix des gouvernants va se baser sur les idéologies. C'est-à-dire, d'accord, nous avons déjà tout ça. Mais si tu viens, de quelle façon tu vas nous prendre pour atteindre, pour qu'on puisse maintenir? Parce que le développement, hein, c'est un processus. Hein. Pas parce qu'en 2060, quand on aurait obtenu tout ça, et que c'est fini. C'est un peu comme nous étions en session la dernière fois, on était allé dans une commune et les gens parlaient de l'électricité, d'eau, que lui n'en a pas eu, alors que nous savons très bien qu'on était en milieu urbain, où il y avait de l'eau partout. Et j'ai dit oui. Ce problème d'eau et d'électricité, nous allons toujours, il y aura toujours au moins une ou deux personnes qui vont vous dire toujours, monsieur le maire, je n'ai pas d'eau, je n'ai pas d'électricité. Parce que le maire a été un peu surpris. Et vous comprenez, si entre-temps ici c'était un peu la brousse, bon moi là où je vis, je l'ai depuis 96, mais en ce moment quand j'allais là-bas, c'est une grande brousse. J'ai eu l'électricité en 2006, mais après moi, c'est des brousses encore. Mais d'autres qui ont payé, ils vont commencer par vous réclamer et ainsi de suite. Donc, c'est pourquoi je continue de dire, parce que ces problèmes peuvent toujours exister. Voilà. Maintenant, lorsqu'on a atteint un niveau appréciable, ce qui va compter, c'est la façon de faire. Et ça va être important. Mais c'est heureux qu'on ait un document du genre. Et ça va faire partie des critères d'évaluation du peuple, bien sûr. Très bien. Voilà. Et déjà, l'autre chose, c'est la vulgarisation, parce que nous avons tellement de lois et des populations, franchement, n'en savent pas grand-chose. Est-ce qu'il n'y a pas le défi de vulgarisation de ce contenu-là? Bon, faut m'amener sur un terrain, mais je suis contraint de le dire, parce que tout à l'heure, en me présentant, vous avez dit que je suis le rapporteur du Conseil économique et social du département du Zou. Exactement. Et je crois, c'est pourquoi je vous dis que tout ça là, que c'est systémique, c'est-à-dire que tout se tient dans un système, et que si on enlève un maillon du système, c'est que tout peut s'écrouler du jour au lendemain. Et dans la nouvelle version du CES, Conseil économique et social, avant le Conseil économique et social, je crois, c'est au niveau national, parce que c'est une institution constitutionnelle, ça fait partie des, je crois, ça doit être 5e ou 6e, et les gens siégeaient seulement au niveau national. Aujourd'hui, ça a été départementalisé, donc c'est dans tous les 12 départements. Et en plus des missions initiales que le CES avait, le CES a pour mission maintenant encore la vulgarisation des différentes lois, décrets, de tout ce qui concerne la République. Et ce qui est heureux, oui, parce que c'est vrai, je ne parle pas ici au nom du CES, mais je parle en tant que un citoyen, un acteur politique, c'est qu'au niveau de chaque département, vous avez les corps constitués, tous les corps constitués, les artisans, les commerçants, les agriculteurs, et vous avez tous les partis politiques sont représentés. Le président de la République aussi est représenté. Et tout récemment, quand nous sommes allés rencontrer la population, les conseils communaux quelque part, il y a un vieux qui s'est levé, il a dit « Je félicite le président de la République, le président Talon, pour avoir mis en place ce CES nouvelle formule. Pour la simple raison qu'il est heureux de voir ces figures ensemble pour parler du développement. »
Donc c'est pour dire que le président Talon a tout pensé et que ça va faire partie des missions que je suis convaincu que le président Conrad Baguidi a confié au CE parce que c'est lui qui représente le CE, donc c'est pourquoi je ne veux pas... D'ailleurs, vous n'êtes pas là pour et cette parler. question n'était pas prévue non plus. Donc, oui, non, mais c'est pour dire que ce vide dont vous... On a bien souffert. Ça va être comblé. Et mieux, le fait que c'est départementalisé, c'est qu'on converse en langue nationale. Très bien. Beaucoup plus avec la... Parce que souvent, on a l'habitude de dire, nul n'est censé ignorer la loi. Mais nous oublions que la langue de travail, c'est le français, qui n'est pas notre langue. Et qu'il y a un fort taux de pourcentage de la population qui ne parle pas français. Bon, maintenant, et vous dites en même temps, là où ça se dit, nul n'est censé ignorer la loi est écrite dans leur langue maternelle. Et tout le monde sait lire et écrire. Ici, c'est le contraire. Nous avons plus de 60% qui ne savent pas lire et écrire, mais dans le même temps. Et quand vous allez dans les tribunaux, vous êtes étonné que quand le juge prononce la sentence, si c'est un vieux paysan qui est à côté, il demande sous façon d'avocat, et Jomia, est-ce qu'on m'a laissé? Parce qu'il n'a rien compris. Parce qu'il n'a rien compris. Et si, par chance, il est libéré, c'est heureux que l'avocat dit oui, c'est bon. Mais s'il n'est pas libéré, Minando après. Je vais vous en parler après. Parce qu'il doit expliquer. Voilà. Il ne peut pas lui dire non. Il dit non, non. On va en discuter tout à l'heure. Et c'est avec tristesse qu'il constate que on vient le prendre encore pour l'amener. Et c'est malheureux. Donc, c'est pourquoi je dis que tout ce que le président Talon fait, c'est systémique. C'est-à-dire c'est dans un ensemble. Quand nous voit passer, on dissocie. Et vous avez vu, c'est arrimé avec la réforme du système partisan. Que si on trouve que bon, ça prend un peu de l'eau par-ci par-là, que c'est lié au fait que avec les acteurs politiques actuels, ça ne nous arrange pas, en vrai. Mais ça arrange le peuple pour le développement. Sérieusement? Bon, je crois qu'on aura d'autres oui, bien sûr. Sur la réforme du système partisan. Moi, je sais que ça arrange le peuple. Et ça, je peux vous le démontrer. D'accord. En tout cas, pas maintenant, on va le faire. On aura d'autres occasions, Gustave Despossenon. Et donc, beaucoup d'espérance attribuée à cette loi, donc, portant vision nationale de développement. Oui. Non, oui. Je vous ai dit à l'entame, j'ai donné c'est-à-dire les avantages de ce qu'on attend de la planification, planifier ce que ça donne. Et avoir une vision, ça permet de faire de la planification. Vraiment, je l'ai dit, on va mieux utiliser nos ressources, on va les rationaliser. Ensuite, on va anticiper sur les risques. Bon, ce sont les risques qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs. Et puis, ça va faciliter la mobilisation des ressources parce que nous savons de quoi nous avons besoin et où il faut aller chercher les ressources. Ensuite, on peut mettre facilement en place un mécanisme de suivi et évaluation des effets, des impacts. Donc, voilà, très bien. Merci beaucoup à vous, Gustave Despossenon. Donc, avec vous, on va aborder notre deuxième sujet, c'est bien l'affaire Akpona, avec beaucoup d'épisodes, les déclarations du ministre, de l'ancien ministre de l'énergie, de l'eau, de l'énergie et des mines, et puis ensuite ce limogeage, la plainte de Samou Seydou à Dambi, et ensuite la mise en place donc d'une commission de vérification par le Haut Commissariat à la prévention de la corruption, et les députés sur la doléance du parti Les Démocrates, les députés donc, ont mis en place une commission d'enquête parlementaire
Tout ceci, voilà, tout ce feuilleton-là, qu'est-ce que cela vous inspire? En tant que, justement, ancien ministre, déjà, voilà, les propos tenus par le ministre Akpona et tout ça, bon, il fait partie de votre parti politique aussi, voilà, Oui, et tout ceci, voilà. Quel est le regard que vous portez sur cette affaire? non, bon, déjà, je crois que chaque institution joue son rôle. Et ce que je m'en vais vous dire sur cette affaire, c'est que c'est parce que c'est un ministre en exercice qui a parlé. Et quand on dit ministre en exercice, ce n'est pas un gouvernement de coalition, ça veut dire qu'il fait partie de la majorité gouvernementale. Oui. Et sinon, cette déclaration, ça pouvait passer dans les oubliettes. Les membres de l'opposition, il y a des gens qui en disent plus que ça. Mais ça n'a jamais fait tant de tollé. Et c'est à juste titre. Ne pas donner raison à la population, c'est à dire, ce ne serait pas bien. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, le parti politique, le Peuple républicain, s'est réuni et a désavoué. Et pour se désengager, et que ce qu'il a dit n'engage que sa personne. Est-ce que d'abord, Oui. on va pas. Oui. Est-ce que c'est un bon choix? Parce que livrer son lieutenant. Non, ce n'est pas livrer son lieutenant. Quand vous m'avez invité, par exemple, bon, j'ai pris soin d'avertir le porte-parole pour dire, bon, vous m'avez invité en tant qu'ami, et que c'est à ce titre que vous m'avez invité. Je veux bien m'y rendre parce que vous avez souhaité m'entendre sur des sujets d'actualité. Bon, et il m'a dit OK. Donc, je sais que je ne suis pas venu au nom du parti. Mais si je raconte des bêtises, c'est que je vais assumer. Ce n'est pas le parti qui va assumer. Ça, c'est le premier point. Le second point, le chef de l'État, qui est son patron, a rapidement estimé, pour qu'on ne trouve pas que je suis de connivence avec lui, je le décharge pour que si éventuellement il doit clarifier des choses, que son rang de ministre ne soit une obstruction, ce qui est normal. Je vous ai dit tout à l'heure, lisez correctement l'article 54 de notre Constitution. C'est bien dit, le président de la République dispose de l'administration des forces de défense et de sécurité. À ce titre, il nomme les ministres, c'est lui qui fixe leurs attributions après avis consultatif. Dans le même article-là, vous allez voir, on a utilisé avis consultatif quelque part, mais avis conforme quelque part. Allez le relire correctement. Bon. Donc, avis consultatif. Il définit les fonctions, il met fin à leurs fonctions. Les ministres sont responsables devant lui. Le peuple ne connaît pas les ministres. Le peuple a élu le président, pour le moment le président Talon. Oui. Donc c'est le président Talon, son excellence, qui doit répondre. Donc les ministres pris individuellement sont responsables devant lui. Oui. Bon. Et vous savez, en langue fond, comment on appelle un ministre? Gan Juanito. Souvent, là, on prononce très mal, on a tendance à croire que un chef militaire, quoi, Gan Juanito. Non, Gan Juanito, c'est-à-dire que celui qui fait conclave, le chef qui fait conclave avec le grand chef. Et quand on dit conclave, c'est comme un couvent. Pas... On ne distille pas les secrets du coup. Et ce n'est pas parce que c'est secret, si secret. Bon, je crois qu'il y a un adage, un proverbe qui dit que si les charlatans, les boconos et les femmes devraient livrer tout ce qu'ils entendent, que le monde allait s'écrouler. C'est un peu comme ça. Et j'ai dit, c'est parce que cette déclaration, oui, ça pouvait être, comme il a dit, sans fondement ou rien, mais venant d'un ministre en exercice et qui a remplacé
un autre ministre et indirectement, sans citer son nom, il parle de lui dans son milieu. Bon, mais les circonstances et autres là m'ont fait dire, parce que ça s'est passé dans la soirée, bon, j'ai trouvé qu'il y a quelque chose qui... Enfin, il n'y a pas concrètement, Gustave Despossereau. Non, ça frise, pour certains, ça frise à de la manipulation. Il a été manipulé par notre père. Non, si déjà les députés s'en sont saisis, ils ont mis sur pied une commission d'enquête où il y a, je crois, 6 députés. Il y a 3 de l'UPR, 3 de l'opposition et 4 de l'UPR. Voilà. Ça fait 10. Donc, les 3 tendances réunies. Oui. Ensuite, je crois, l'ancien ministre Adambi a estimé que, même si son nom n'a pas été directement cité, que indirectement, ça s'adressait à lui et que ça portait atteinte à son honneur. Oui. Et je crois, ça c'est dans la presse que j'ai... Oui, le 16 juillet prochain. Qu'il a saisi les tribunaux pour diffamation. Ensuite, il y a le Haut Commissariat à la prévention. De la parce que ce n'est pas la lutte maintenant, on a dit. Prévention. Parce que le président Talon a mis des dispositifs pour dire qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Donc à la prévention s'en est saisi. Il a mis également sur pied une commission. Je crois que cette commission dispose d'un mois, non? De 2 semaines. Attendons. Non, 4 semaines, je crois. De 4 semaines, oui. Attendons. On n'ira pas plus pour avoir de la matière. Et ça, c'est déjà heureux. Ça va situer les uns et les autres. Vous êtes sûr que ça va situer les uns et les autres? Parce que, voilà... Non, je crois que c'est peut-être méconnaître le président Talon. Parce que sous cette forme, c'est comme s'il ne connaît ni d'amis ni de parents. Ah oui. Je sais de quoi je parle. Je travaille, je suis aujourd'hui inspecteur vérificateur à l'inspection générale du ministère de la Santé. Je sais de quoi je parle. Et donc, la manifestation de la vérité, c'est pour bientôt, alors? Oui, on va s'en tenir à ça. Et je dis, ça a tellement pris d'ampleur, tout simplement parce que c'est la qualité de celui qui a parlé. Oui. Sinon, on n'entend plus que ça, non? On a dit, le siège de l'Assemblée nationale, c'est 70 milliards, c'est ceci. On entend beaucoup de choses, non? Oui. Mais pourtant, ça ne dit rien. Je crois qu'il y a des gens qui vont dire, bon, voyez, ils ont volé 10 milliards ici, ils ont volé... Et si c'est ceux-là qui disent là, on va dire, bon... Il raconte n'importe quoi. Mais est-ce que ces propos tenus, est-ce que c'est le résultat d'une jeunesse en politique? Lui-même a dit que c'est la naïveté et qu'il a fait une erreur de communication. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? On va le laisser s'expliquer. Quand on voit la gravité quand même des propos... Non, il a dit que c'est pourquoi il a dit qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Il y a quelque chose qui ne dit pas, c'est ça? Non, qui ne dit pas et qui n'a pas fonctionné. Bon, c'est aller... Vous ne voulez pas aller parce loin? Que oui. Je ne veux pas aller loin parce que, vous savez, en politique, nous avons des ennemis internes et externes. Les plus graves, ce sont nos ennemis internes. Et c'est ce que nous vivons avec, je dirais, les djihadistes. Les djihadistes, c'est-à-dire malheureusement, c'est une lutte qui n'est pas... si c'est une agression habituelle, tu sais que des militaires, des ennemis ont débarqué, ils font face à vous. Maintenant, ils sont tapis dans l'ombre et tapent sur vous. Et en milieu politique, nous recevons aussi bien des coups politiques venant de l'intérieur comme de l'extérieur. Et c'est pourquoi je dis quelque chose n'a certainement pas fonctionné. Quand c'est des coups, vous comprenez que ça peut avoir comme origine beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Mais vous soupçonnez que ça vient de l'intérieur?
Non, je soupçonne qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné parce que je m'étonne que sous... je n'ai pas fait toutes les enquêtes, hein, qu'on me dise qu'on a fait ci, on a fait ci. Et que, parce que ce qui est gênant tout à l'heure là, je vous ai dit, les ministres, vous êtes ministre, hein, c'est le seul décret où il y a un seul signataire. Vous nommez tous les décrets, vous allez voir au moins deux. Il y aura un ministre du domaine plus le président de la République. Mais la formation des membres du gouvernement, oui, c'est le seul décret où c'est le président de la République seul qui signe. Et bon, quand moi j'ai été nommé ministre, c'est ce qu'un ami me disait, donc, que toi tu as la chance, tu as atteint le niveau le plus élevé. Parce que c'est le seul degré où c'est pas... Souvent là, on ne l'attaque pas. Il nomme, il a nommé. Il dégomme, il a dégommé. Et l'intéressé est responsable devant lui. Maintenant, si entre-temps, et le porte-parole l'a dit, c'est pourquoi il a dit qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, qui n'a jamais fait un compte rendu au président de la République pour dénoncer qu'il y a ci, qu'il y a ça, et que, bon, vous imaginez, tu me représentes, tu es responsable devant moi, et que c'est à la radio, à la télé que j'apprends qu'on a fait ci. Bon, ça paraît un peu bizarre. Voilà. Et donc, vous comprenez la réaction du président de la République. Bon, s'il ne le faisait pas, on va trouver qu'il est aussi complice, automatiquement, qu'il y a alors quelque chose. Donc, c'est pourquoi je dis, je suis heureux que toutes les institutions se sont mises en branle pour pouvoir clarifier et nous situer. Et c'est important. Déjà, quel est le sort au sein de son parti politique? Non, le sort, bon, déjà avec toutes les institutions qui sont à la chasse, nous attendons d'abord qu'il y ait une clarification et qu'on soit situé. Et donc le parti politique ne prend aucune responsabilité actuellement face à... c'est vrai que je suis membre du bureau politique, mais l'instance, le bureau politique se réunit 2 fois l'an. Entre les 2 assises, c'est le secrétariat exécutif qui fonctionne. Donc je ne sais pas les analyses qui sont en cours au niveau du secrétariat exécutif. Très bien. Bon, lorsque des décisions seront prises, je crois qu'ils vont recourir au bureau politique. En ce moment, je serai informé. Mais déjà, oui, le parti a donné sa position par rapport aux déclarations. Et ça, c'est déjà clair. Mais le parti politique également peut quand même laver le linge sale en famille en demandant à Samou Seydou à Dambi de retirer sa plainte et qu'on règle ça au sein du parti. Non, en le faisant ainsi, c'est comme si nous cachons quelque chose. Parce que ça devient la personnalité intrinsèque de l'autre. Ah, monsieur, oui, même si nous sommes tous des frères et que je ne sais pas sur quoi vous vous basez, vous dites que j'ai volé, j'ai siphonné des dizaines de milliards et que je dis ah non, qu'on clarifie et que vous me demandez non, taisez-vous, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne veut pas. Non, je ne crois pas que mon parti politique, en tout cas comme je vous l'ai dit, je suis au niveau du bureau politique, le bureau politique n'est pas encore saisi de cette affaire. Ça s'analyse d'abord au niveau du secrétariat exécutif. Très bien. Avant de vous laisser partir, le temps passe vite. Gustave Depossono, à quand le candidat, sinon le duo présidentiel du parti Bloc républicain? Les discussions sont en cours. Hein. Et comme je vous... Mais les discussions voilà, ça dure. Alors que les élections, c'est pour bientôt, très très bientôt. Mais les paradigmes ont changé et vous ne voulez pas vous adapter et vous refusez. Bon, on s'est adapté pour quelque temps. Non, mais pourquoi vous êtes alors pressé? Parce qu'on a dit, les paradigmes ont changé. Aujourd'hui, maintenant,
ce n'est plus pas le passé. C'est vrai, ce qui a manqué, c'est le marchandage. Tout le monde sait qu'à la fin, c'est un seul citoyen qui sera élu président. Mais en 2016, on a eu 32 ou 33 candidatures. Mais vous pensez que tout le monde savait qui allait passer? Depuis que nous avons commencé la démocratie, nous avons, quel que soit le nombre de candidats, les 4 premiers, c'est fini. À ce limite, au maximum 4, le reste là, c'est en dessous de 5%. Mais on ne s'est jamais posé la question, mais pourquoi les gens s'intéressent et on dépose? Juste pour faire de marchandage, juste pour remplir les cartes de visite, juste pour négocier des postes de directeur, des postes de ministre, etc. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui on a identifié, séparé ces fonctions. Ensuite, c'est vrai, ça profite aussi la population parce qu'entre-temps, si ce n'est pas le passé. Ça déjà, participe à l'animation de la vie politique non, aussi. Ce n'est pas seulement l'animation. Parce que là, c'est mort aujourd'hui. Ce n'est pas mouvementé. Si vous me dites ça participe à une autre forme de redistribution de la richesse, là, je peux comprendre. Maintenant, cet argent qui est redistribué, vous ne connaissez pas l'origine. Et demain, quand vous entendez qu'il y a eu ci, il y a eu ça, la même population commence pas à crier. Mais c'est ça le vrai problème. Maintenant, on a limité tout ça. Et on se plaint. On a dit, il y a 6 mois, vous aurez les noms. Si ça ne sort pas 6 mois avant, c'est constitutionnel, on clôture les candidatures. Vous saurez. Mais je suis convaincu que d'ici août maintenant, là, bon, on va commencer par avoir des indices. Ça, je suis convaincu. Ah, des indices, pas des noms. Des indices. Quand je dis des indices, ça peut être des noms. Ça peut être des noms. Ça peut être des noms. Bon, au niveau du bloc républicain, c'est quand? Concrètement. Non, je ne peux pas vous le dire parce que je ne suis pas porte-parole. Je vous l'ai déjà dit. Je ne suis pas porte-parole. Et je dis moi, je siège à une instance qui ne se réunit que 2 fois l'année. Donc, il faut attendre d'abord. Et l'instance qui est permanente, c'est le secrétariat. Donc, eux, ils se réunissent toutes les semaines. Hein. Très bien. Toutes les semaines. Donc, ça se discute. Ça se discute. En tout cas, ce n'est pas au niveau encore à vos oreilles. Non. Je ne peux rien vous dire pour le moment. Bon, si je dis le paradigme a changé, c'est parce qu'aujourd'hui, maintenant, ce qu'il faut voir, c'est les partis politiques qui vont diriger. Donc, c'est pourquoi tout à l'heure, je parlais de la réforme du système partisan. Le système est fait de telle sorte que c'est le parti politique qui va gagner sur le duo-là. Ça va être systématiquement ce parti politique qui pourra rafler pratiquement les sièges, aura la majorité pour pouvoir avoir de la stabilité au niveau du Parlement, aura également la majorité pour avoir un peu la stabilité au niveau des élus locaux, et il y aura une certaine harmonie. Il y aura une certaine harmonie, et on ne va plus assister à des guerres internes dont je vous parlais tout à l'heure, que en politique, nous avons des ennemis internes et externes. Et il y aura quand même un risque. Le risque, c'est le contrôle de l'action du gouvernement. Quand vous avez déjà des députés acquis à votre cause à l'Assemblée nationale, le rôle de contre-pouvoir ne pourra plus être joué. Ce serait le prolongement par continuité de l'exécutif. Non. Comment appelle-t-on? Même un seul individu arrive toujours, la preuve, au niveau du Parlement. Les gens dénoncent, non? Les gens dénoncent. La seule chose pour voter des lois, certainement, il y aura cette histoire de majorité. Mais lorsque ça s'impose, ce n'est pas parce qu'on est mouvancier qu'il faut fermer les yeux. La preuve, c'est un mouvancier qui a parlé. Et parmi les 10 commis pour l'enquête, vous avez 7 mouvanciers. D'abord, la loi, c'est-à-dire quand on a dit qu'il faut créer une commission parlementaire, si UPBR ne veut pas, bon, ça ne passera pas.
Donc, ce n'est pas parce qu'on a la majorité que le contrôle de l'action gouvernementale va disparaître, non. Voilà, merci beaucoup. Mais beaucoup plus l'harmonie. L'harmonie, très bien. En tout cas, ce ne sont que nos premières discussions, Gustave Depossonneau. On reviendra plus amplement pour pouvoir parler justement de cette question-là. Malheureusement, nous sommes au terme de nos échanges à la faveur de Matin les politiques. Avant de vous laisser partir, votre mot de fin. Bon, merci beaucoup. Et effectivement, nous sommes à nos premières discussions ce matin. Tout à fait. Au niveau de Matin Libre. Je souhaite qu'on puisse avoir d'autres thématiques pour pouvoir approfondir un certain nombre de choses, parce que j'aurais véritablement aimé que la notion de système partisan tel que c'est vécu, la séparation, l'identification et séparation des postes politiques et techniques et administratives, c'est des débats qu'il faut que le peuple puisse comprendre. Et mon vrai souhait, c'est que le peuple se patiente et comprenne que nous sommes engagés dans une réforme du système partisan. L'objectif, c'est que nous puissions parvenir à organiser des élections générales en 2026 dans la paix et dans la concorde. Voilà, merci beaucoup à vous, Gustave Depossonneau, ancien ministre. Vous êtes membre du parti Bloc républicain, membre du bureau politique de ce parti, le coordonnateur de la 24e circonscription électorale. Vous êtes également le rapporteur donc, du CES-ZOU. Mesdames et messieurs, donc, vous savez ce que pense notre invité de ces sujets que nous avons abordés avec lui. Et comme je le disais, ce ne sont que nos premières discussions. Nous reviendrons plus amplement, de façon spécifique, sur d'autres aspects qui vous intéresseront. Restez donc connectés à Matin Libre Télévision pour ne rien rater de nos contenus. Nous allons nous retrouver très incessamment pour un autre numéro de votre émission Matin Libre Politique. D'ici à là, portez-vous bien. Agréable suite sur nos antennes.